bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence dédiée au traitement combiné avec un focus ce soir sur les traitements du cancer du sein et du poumon, ces combinaisons pouvant bien sûr exister dans d'autres indications. Laure et moi sommes ravis d'accueillir aujourd'hui donc Gérard, qui est patient et qui partagera son vécu, et qui va nous rejoindre dans quelques minutes, le professeur Bidard de l'Institut Curie et le professeur Girard, également de l'Institut Curie. Donc un immense merci à tous les trois pour votre présence. Cette webconférence s'inscrit donc dans la continuité du programme Link, avec des webconférences qui ont déjà eu lieu et qui sont disponibles en replay, notamment sur la recherche clinique, les immunothérapies. Et l'objectif donc ce soir est de comprendre pourquoi combiner les traitements, les anticorps, dans quel cas, les cas et dans quel cadre, essais, traitements validés, etc. Alors, avant de commencer, pour ceux qui nous rejoignent, un point technique. À droite de votre écran, vous avez deux onglets. Un onglet chat qui va nous permettre de partager des liens utiles et des ressources, et un onglet questions qui va nous permettre à Laure et à moi de remonter des questions d'ordre général à nos orateurs ce soir. Donc, je vous rappelle les règles. Il s'agit de questions d'ordre général, cette plateforme n'ayant pas pour vocation à être de la téléconsultation. Pour toute question relative à votre état de santé ou à celle d'un proche, merci de vous rapprocher de votre équipe soignante ou de votre médecin traitant qui connaissent votre dossier, qui sont donc habilités à répondre à vos questions. La modération sur le chat par écrit sera faite par le docteur Debureau, qui est hématologue à Saint-Louis et qui suivra les mêmes règles de questions générales, donc pas de questions personnelles. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence et Laure, je te laisse la parole pour nous parler. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est absolument ravis ce soir de vous inviter pour cette webconférence qui est quand même aussi très à la pointe. Aujourd'hui, enfin ces jours-ci, par exemple, il y a un très très grand congrès international qui se déroule, le congrès de l'ASCO. La recherche clinique, la recherche en général, c'est beaucoup d'espoir pour les patients. Et avec Oriane, on a eu envie d'aller chercher en fait un peu d'explication parce qu'il y a beaucoup de nouveaux traitements. On a fait donc 2 webconférences pour essayer de mieux comprendre les enjeux autour de l'immunothérapie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie, les différentes applications aujourd'hui. Et bien sûr, ça bouge à toute vitesse et ça n'arrête pas d'avancer et tant mieux pour les patients. Et aujourd'hui, en fait, on va prendre des exemples plutôt dans le cancer du sein et dans le cancer du poumon pour éclairer en fait différents types de nouveaux traitements. Donc, il va y avoir des explications sur qu'est-ce que c'est que notamment les anticorps conjugués, enfin différentes thérapies comme ça très ciblées, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, on va aussi parler d'innovation dans la façon de combiner les traitements. Souvent, en fait, on était habitué à avoir une succession de traitements différents. Et aujourd'hui, on peut être amené à recevoir plusieurs traitements qui fonctionnent très différemment en même temps. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi et les avantages et peut-être aussi les inconvénients ou les questions qu'on peut se poser. Et on a la chance également d'avoir un des patients de mon réseau cancer du poumon qui viendra aussi apporter son témoignage d'expérience patient. Voilà, donc le professeur Girard nous rejoindra dans quelques minutes. Et donc, dans un premier temps, on vous propose donc d'écouter le professeur François-Clément Bidard, donc un grand spécialiste du cancer du sein. Et puis, on pourra vous pourrez poser vos questions tout au long de son intervention. On aura un petit temps de questions assez court sur cette première partie, puis on passera donc à la deuxième et on aura un temps d'échange plus long donc pour essayer de répondre au maximum à toutes vos questions. Donc très bonne soirée et donc professeur, je vous laisse, je laisse Oriane vous présenter d'abord. Alors, professeur Bidard, vous êtes donc oncologue médical, coordinateur du groupe thématique cancer du sein à l'Institut Curie. Donc, merci infiniment d'être parmi nous. Et les traitements combinés sont devenus pour certaines patientes un standard. Et ce soir, nous en avons beaucoup et nous avions déjà eu pas mal de questions en amont. Donc, je vous laisse présenter vos slides. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup à Laure, Oriane donc à Dis-moi Santé, association patient réseau. Donc effectivement, merci pour cette invitation. L'idée, c'était de faire quelque chose, de vous expliquer un peu ce qu'on va appeler les anticorps conjugués. C'est quelque chose une classe de molécules qui est en plein essor, avec des avancées et des résultats actuellement très impressionnants.
et qui sont responsables donc de progrès actuels et de progrès à venir. Mais en même temps, c'est une classe un peu particulière, donc c'était pour vous expliquer les mécanismes d'action et finalement, qu'est-ce que c'est que cet anticorps drug conjugué. Alors, j'ai trouvé comment passer les diapos, ça c'est les liens d'intérêt. Donc finalement, un anticorps drug conjugué, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez souvent l'entendre sous l'acronyme anglais ADC ou ADC, Antibody Drug Conjugate, c'est même comme ça qu'on parle entre nous. On utilise rarement l'équivalent français qui est un anticorps combiné à un médicament. Mais vous voyez qu'il y a donc trois parties dans toutes ces molécules. Un anticorps, il y a quelque chose qui va permettre d'accrocher un médicament. Donc, vraiment trois parties différentes qui vont caractériser finalement les différences entre ces différents ADC et leur mode de fonctionnement et pourquoi ça peut fonctionner, pourquoi ça ne peut pas fonctionner en fonction des molécules. Donc, un anticorps, en fait, comme vous le savez maintenant, on est tous devenus spécialistes en virologie, en immunologie depuis le Covid. Donc, vous savez qu'un anticorps, c'est quelque chose qui est normalement fabriqué par le système immunitaire et qui va aller reconnaître des virus, des bactéries. Mais en fait, on peut aussi les fabriquer dans des usines. Enfin, c'est assez facile à fabriquer un anticorps et ça va donc reconnaître quelque chose. Ça va se fixer sur une cible. On va choisir cette cible de manière à ce qu'elle soit finalement présente à la surface des cellules du cancer. Donc finalement, l'anticorps en soi n'a pas forcément de fonction, mais il va aller se fixer, c'est-à-dire qu'il va géographiquement finalement s'accrocher sur une cible que l'on va choisir comme étant exprimée par le cancer. Donc il y a un agent de liaison qu'on appelle linker en anglais, qui est très important dans l'efficacité des molécules, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Faut voir ça comme une corde en fait. Donc, vous avez votre anticorps, vous avez la corde qui est accrochée, et au bout de la corde, on va accrocher un médicament anti-cancer qui va aller détruire, si possible, la cellule tumorale. Et le plus souvent, c'est une chimiothérapie. Donc, vous voyez, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on utilise dans le cancer du sein depuis maintenant une dizaine d'années, qui est le TDM1. Le nom commercial, c'est le Kadcyla. Et le nom chimique international, donc c'est des noms toujours à coucher dehors, donc c'est le trastuzumab emtansine. Donc un certain nombre d'entre vous qui avaient un cancer du sein éventuellement aient pu recevoir du TDM1 ou Kadcyla. Et finalement, c'est un anticorps drug conjugué, c'est-à-dire qu'il y a cette structure d'anticorps, vous voyez, qui est représentée ici, qui va pouvoir aller se fixer sur une cible, qui est en l'occurrence dans le cancer du sein, la cible HER2. Il y a un petit agent chimique qui va servir de corde, comme je vous disais, et au bout de la corde, on trouve une molécule de chimiothérapie qui va donc rester accrochée finalement à cet anticorps. Donc vous pouvez imaginer une sorte de harpon, une corde, et quelque chose qui va faire l'objet de molécules chimiques pour aller détruire le cancer. Donc, comment ça fonctionne? On va injecter tous les ADC, donc le TDM1, mais aussi tous les autres, et notamment ceux en développement, dont le Trodelvy, dont on va parler rapidement, repose sur une injection intraveineuse. Ça ne se peut pas se prendre en comprimé, ça va se passer sur une injection intraveineuse, donc sur le PAC, sur la chambre implantable. Et le principe, c'est que la molécule de chimiothérapie, au lieu d'être libérée dans le sang, c'est-à-dire quand on injecte une chimiothérapie, standard, on va injecter la chimiothérapie qui va passer partout dans le sang, qui va diffuser dans le sang. Là, quand on injecte l'anticorps auquel est accrochée la chimio, elle n'est pas libre, elle ne peut pas passer partout, elle va rester accrochée au bout de sa corde, à l'anticorps, et l'anticorps va aller se fixer, va aller précisément sur les cellules tumorales pour aller apporter la chimiothérapie sur les cellules tumorales. Et en fait, non seulement ça l'apporte sur les cellules tumorales, mais souvent ce qui se passe, c'est que finalement l'anticorps rentre dans la cellule tumorale. Et une fois qu'il est rentré, c'est à ce moment-là qu'il va aller relâcher sa molécule de chimiothérapie qui se trouve dans la cellule tumorale et qu'il va donc pouvoir détruire spécifiquement et de manière donc beaucoup plus ciblée la cellule tumorale. Donc c'est vraiment une étape en trois étapes différentes. L'injection intraveineuse, l'anticorps se fixe sur la cible, l'anticorps entre dans la cellule et va libérer la chimiothérapie dans la cellule. Donc finalement, ça revient à adresser une chimiothérapie plutôt que de l'injecter partout dans le sang et que ça passe partout dans le corps en créant des effets secondaires partout. L'idée, c'est de l'envoyer finalement que sur les cellules qui expriment la cible de l'anticorps. Donc, c'est beaucoup plus complexe, bien sûr, qu'une chimiothérapie. Et il ne faut pas confondre avec une thérapie ciblée. Les thérapies ciblées, ça peut être un anticorps, mais c'est souvent un anticorps sans la molécule de chimiothérapie accrochée. Donc, c'est un anticorps non conjugué. Donc, on a un certain nombre de ces anticorps qui sont utilisés pour bloquer HER2 ou pour bloquer les vaisseaux sanguins, par exemple, en angiogénèse. On a aussi un certain nombre d'anticorps qui peuvent aller bloquer des mécanismes qui entrent en jeu dans les phénomènes d'échappement immunitaire.
Et donc, il ne faut pas confondre les anticorps conjugués avec de l'immunothérapie. Il y a une structure d'anticorps dans les anticorps conjugués, mais ça n'a pas d'action d'immunothérapie, ça ne booste pas le système immunitaire. Alors, dans les exemples actuels, dans les cancers du sein HER2 positifs, 15% des cancers du sein, on sait qu'il y a beaucoup d'HER2 sur ces cellules, et donc historiquement, en premier, il y avait eu un anticorps HER2 qui était non conjugué, donc il n'y avait pas de chimiothérapie accrochée. Donc, c'est l'Herceptine et le Perjeta qui sont très utilisés encore aujourd'hui. Mais on a un premier ADC qui a été utilisé, donc le TDM1 dont je vous ai parlé, l'Herceptine auquel on a accroché une chimio. Et il y a des nouveaux ADC, des nouveaux anticorps de conjugués qui sont à l'étude. Et c'est encore de l'Herceptine auquel on accroche d'autres chimiothérapies avec un autre linker. Et le trastuzumab deruxtecan, qu'on appelle NR2, est aussi disponible en France depuis 2020. Et c'est un gros progrès pour les patientes qui ont un cancer du sein HER2 positif. Alors, autre classe qui vient de se développer, c'est le Trodelvy. On en parle beaucoup parce que le Trodelvy est un médicament qui est à la fois efficace et très difficile d'accès. Et donc, c'est un anticorps drug conjugué, donc ça n'est pas une immunothérapie. Et c'est actif dans le cancer du sein triple négatif, qui aussi représente 15% des cancers du sein. Donc là encore, le Trodelvy, c'est le nom commercial, c'est le nom sous lequel il est vendu. IMU 132, c'était le nom de code, mais plus personne l'utilise. Et vous pouvez voir son nom un peu barbare, son nom chimique, sacituzumab govitecan. On retrouve la même structure, un anticorps, un linker, une petite corde chimique, et une chimiothérapie, qui est une chimiothérapie du SN38, qui est une chimiothérapie vieille comme le monde. C'est une chimiothérapie qu'on connaît depuis les années 70 ou 80. Rien de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la façon d'adresser cette chimiothérapie aux cellules tumorales en utilisant cet anticorps et ce linker. Et donc, c'est en ça que le Trodelvy est très efficace. Ça a trois caractéristiques. Le Trodelvy, c'est une efficacité très importante. C'est démontré dans un essai clinique. Les patientes avaient un cancer du sein triple négatif, métastatique, déjà pré-traité par plusieurs lignes de chimiothérapie qui n'avaient pas fonctionné. Les patientes qui, dans l'étude, ont eu un tirage au sort qui les a affectées au Trodelvy, ont eu un devenir nettement plus favorable que les autres patientes. Et donc, grâce aux patientes qui ont accepté de participer à cet essai clinique, maintenant, on sait que le Trodelvy fonctionne. Et donc, maintenant, on va pouvoir le proposer. La question, c'est quid du mode d'action? C'est une mode d'action, c'est un ADC, certes, mais c'est un peu particulier, c'est-à-dire que la liaison est fragile. Je ne passe pas sur les détails, les diapositives sont disponibles si vous voulez relire. Mais il y a quand même beaucoup de chimiothérapie relâchée dans le sang. Comme je vous ai expliqué, normalement, la chimiothérapie n'est relâchée que dans la cellule tumorale. Mais avec le Trodelvy, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de chimiothérapie relâchée dans le sang. Et donc, du coup, il y a quand même des effets secondaires habituels de chimiothérapie, quand même une perte de cheveux, il y a quand même des nausées, il y a quand même des diarrhées. Ce n'est pas un anticorps drug conjugué parfaitement propre. Disons qu'il laisse sortir beaucoup de chimiothérapie dans le sang aussi. Et la troisième caractéristique, c'est que finalement, c'est ce dont vous avez beaucoup entendu parler récemment, c'est l'accès au traitement est très difficile avec ce nouvel anticorps drug conjugué. C'est pas un blocage administratif, parce que les choses soient très très claires. L'agence du médicament est tout à fait favorable à ce que les patients soient traités et prêts à en payer le prix. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent en tout cas du côté français. C'est une question possiblement d'argent ou de gestion des financements du côté du laboratoire américain qui a racheté Gilead, qui a racheté le Trodelvy pour 21 milliards de dollars et qui a une production qui actuellement ne permet pas de fournir toute la planète. Donc, une prioritisation des États-Unis où les molécules sont classiquement vendues beaucoup plus cher et l'Europe pour lesquelles la fourniture est au compte-gouttes avec une fourniture et un accès plus large prévu apparemment en fin d'année. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation très importante avec le collectif Les Triplettes et l'association Patients en réseau pour parler justement du Trodelvy et montrer l'intérêt du Trodelvy, mais en même temps les difficultés d'accès à ce nouveau médicament. Voilà, je vais m'arrêter là. Désolé, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Et s'il y a des questions sur le cancer du sein, je peux y répondre avant de laisser la parole à mon collègue Nicolas Girard. Alors, il y a une première question, professeur. Là, on a vu donc ces thérapies extrêmement intéressantes, innovantes. Elles permettent donc de cibler des spécificités de la cellule cancéreuse. On a parlé donc de possibilités de nouveaux traitements qui arrivent pour les cancers HER2, les cancers triple négatifs. Il y a aussi beaucoup de patientes concernées par des cancers hormonopositifs. Donc, en tant que tel, il y a des récepteurs hormonaux. Mais alors, du coup, est-ce que ça fait partie est-ce qu'il y a aussi des travaux pour ces types de cancers du sein-là? Tout à fait. Alors,
Donc les récepteurs hormonaux sont pas à la surface des cellules, ils sont à l'intérieur des cellules, donc on peut pas les accrocher par des anticorps qui arrivent à l'extérieur. Mais si je vous ai parlé de 2 médicaments nouveaux, donc le Trodelvy est testé dans les cancers du sein hormonodépendants. Donc là, on en est encore au stade de l'étude. Donc vous savez, l'étude où on propose aux patientes d'entrer dans une étude et on dit, bah, vous avez 50% de chance d'avoir un médicament classique de chimiothérapie, 50% de chance d'avoir le médicament l'ADC. On ne sait pas si ça va qu'est-ce qui va le mieux marcher, on verra, et c'est seulement à l'issue de cette étude qu'on saura si le nouveau médicament, le Trodelvy, est utilisable dans les cancers du sein hormonodépendants. Donc, le Trodelvy est à l'étude dans les cancers du sein hormonodépendants, mais encore une fois, le Trodelvy, c'est une façon d'envoyer de la chimiothérapie accrochée au Trodelvy, à mon avis, c'est mon avis personnel, est potentiellement tout à fait efficace dans le cancer du sein triple négatif, mais avec une marge d'efficacité qui est peut-être un peu réduite dans les autres types de cancers du sein. Donc, on verra ce que ça donne, mais autant c'était, voilà, le cancer du sein triple négatif était une cible facile, autant le cancer du sein hormonodépendant, les résultats sont peut-être un peu moins gagnés d'avance. Par contre, là où on s'attend à avoir d'excellents résultats, c'est l'NR2, donc c'est le nom commercial, c'est de l'herceptine avec une molécule de chimiothérapie. Normalement, l'herceptine, on ne l'utilise que chez les patientes qui ont un cancer du sein HER2 positif. Et en fait, on est en train de se rendre compte que ce médicament est tellement efficace qu'il va vraisemblablement être efficace aussi dans les cancers du sein HER2 négatifs, dès lors qu'il y a un petit peu d'HER2 à la surface des cellules du cancer. Finalement, l'anticorps va pouvoir se fixer dessus, amener sa chimiothérapie et détruire le cancer. Et donc, on s'attend à ce que ce médicament-là soit positif. Les études, encore une fois, sont en cours, mais on est très optimiste quant à l'arrivée d'antibody drug conjugate, donc ces fameux anticorps conjugués, dans les cancers du sein hormonodépendants aussi. D'accord, donc c'est ce que peut-être certaines patientes qui sont concernées par ces situations peuvent avoir entendu comme HER de l'eau, ou en fait c'est même si on n'a pas été au début de son histoire de patiente avec la casquette entre guillemets patiente avec un cancer du sein HER2+, on peut se voir proposer, alors dans le cadre des essais cliniques à ce jour, ou en tout cas c'est dans ce cadre-là que certaines patientes pourraient accéder à ces traitements, mais avec cette nouvelle idée que on n'est pas obligé d'avoir énormément de ce fameux récepteur pour que ça puisse avoir un intérêt. C'est un peu ça. Tout à fait. Donc, en fait, on se retrouve avec des thérapies, des traitements ciblés, des chimiothérapies ciblées, mais qui vont se développer possiblement sans respecter les frontières qu'on apprend avec les cancers du sein triple négatif, les cancers du sein HER2+, les cancers du sein hormonodépendants, qui avaient un peu des frontières et des barrières dans les traitements qu'on pouvait utiliser. Et on a ces anticorps drug conjugués qui arrivent, avec donc le Trodelvy efficace dans les cancers du sein triple négatif, qui va possiblement être efficace dans les cancers du sein hormonodépendants, on ne sait pas, et les médicaments anti-HER2, qui, une fois qu'ils sont conjugués à une molécule de chimiothérapie, sont possiblement efficaces dans les cancers du sein H+, et aussi dans les cancers du sein triple négatif, dès lors qu'ils expriment un petit peu d'HER2. Donc, on voit que tout ça, c'est en train de bouger. Il y a une question que je trouve très intéressante, c'est finalement, est-ce qu'une thérapie ciblée est plus ou moins efficace qu'un anticorps conjugué? Voilà, première question. Et éventuellement, est-ce qu'à moyen terme, on pourrait même imaginer, puisqu'on parlait aussi de potentielle combinaison, mettre les deux en même temps voilà. Tout à fait. En fait, quand on fait un anticorps conjugué à une molécule de chimiothérapie, on va essayer d'accrocher quelque chose à la surface des cellules. Encore une fois, il faut que l'anticorps aille se fixer sur la surface des cellules. Et donc, on peut prendre soit quelque chose qui n'a pas de rôle dans la croissance du cancer, c'est juste une protéine qui se promène par là, mais qui n'a pas beaucoup de rôle. Et ça, c'est le cas du Trodelvy, qui cible TROP2, et TROP2, personne n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent. Et ça n'a pas beaucoup de rôle, mais en tout cas, c'est présent à la surface des cellules tumorales, donc ça permet à l'anticorps de se fixer et de délivrer sa chimio. Mais par contre, à l'inverse, dans les cancers du sein HER2 positif, HER2 joue un vrai rôle, et on sait que les thérapies ciblées d'herceptine peuvent suffire. Mais ce dont on se rend compte, c'est que cet anticorps-là, quand on l'arme avec une chimiothérapie, on peut avoir un gain encore d'efficacité. C'est ce qu'on observe avec le médicament NR2, ce fameux herceptine chargé, qui a l'air d'avoir une efficacité assez phénoménale d'après ce qu'on peut en voir dans les essais cliniques. Très bien. Professeur Bidard, il y a une question. Alors là, on a parlé des traitements conjugués, associés, etc. Il y a une question sur le séquençage. Il est possible que dans son histoire stratégique, on ait deux médicaments et puis que finalement, un soit arrêté et qu'on poursuive la chimiothérapie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les rationnels ou voilà?
Juste pour bien situer la question, je me permets, en fait, on est, parce qu'on a des patientes aujourd'hui qui nous écoutent, qui peuvent être avec, j'allais dire, des traitements pour un cancer du sein HER2 localisé, donc avec la séquence entre guillemets classique, qu'il faudrait réexpliquer peut-être, et puis peut-être des propositions, comme on vient de le voir là, avec les anticorps conjugués qui sont plutôt proposés dans les phases plus avancées de la maladie. Oui, alors, tout à fait. Donc, les choses peuvent bouger vite quand on a des médicaments qui sont efficaces au stade métastatique, parce qu'en fait, on voit rapidement si les traitements fonctionnent ou pas. Par contre, dans les cancers localisés sans métastase, pour montrer qu'un médicament apporte un bénéfice, bah, il faut administrer les médicaments dans le cadre d'une étude et puis ensuite suivre les patientes qui ont reçu le médicament pendant de nombreuses années pour voir si on modifie le risque de rechute. Donc, les choses évoluent beaucoup plus lentement. Les traitements qu'on fait actuellement dans le cancer du sein localisé sont des traitements qui évoluent beaucoup plus lentement que le cancer du sein métastatique, même si des choses finissent par évoluer. Donc, les médicaments d'abord se développent au stade métastatique, généralement, montrent leur efficacité. Et une fois qu'ils ont montré une bonne efficacité, enfin, ceux qui ont montré une bonne efficacité, vont ensuite essayer d'améliorer les choses au stade localisé. Sachant que c'est vraiment difficile d'améliorer les choses au stade localisé, plus difficile. Donc, à partir de là, concernant la question des séquences thérapeutiques, donc il y a des choses qui sont assez formalisées au stade localisé. Généralement, les oncologues disent par quoi on commence, par quoi on passe, par quoi on finit, et ça se termine. Il y a un début et une fin. Par contre, au stade métastatique, d'habitude, on est plutôt sur des stratégies de maintenance, c'est-à-dire on n'a jamais envie de lever complètement le pied. Et donc, on peut proposer, par exemple, une association chimiothérapie avec une thérapie ciblée. Dans le cancer du sein HER2 positif, on peut commencer par du Taxol, Herceptine et du Perjeta, un autre anticorps. Et puis, au bout de quelques mois, quand on voit que le Taxol commence à devenir mal toléré, on arrête le Taxol et on continue les anticorps seuls, par exemple. Donc, on a tous des stratégies de maintenance qui ont pour but, finalement, à la fois de maintenir la pression sur le cancer. Et donc, on peut être amené à enlever un composé quand on fait une combinaison. On va enlever un composé qui va être le composé potentiellement le plus toxique au cours pour les patientes. Et on va essayer de garder, par contre, les composés les moins toxiques qui, de manière à permettre finalement de garder une pression sur le cancer, éviter que le cancer ne réévolue dès lors qu'on lève le pied. Alors, je vais vous poser une dernière question, professeur Bidard, avant qu'on accueille le professeur Nicolas Girard et qu'on passe à la deuxième partie de notre échange. Une question qui est importante parce que, par exemple, sur notre réseau, mon réseau cancer du sein, on a des patients de toute la France et puis, et du coup, se pose la question aussi de quels sont les moments où il faut peut-être demander un deuxième avis ou comment est-ce qu'on peut accéder à la recherche clinique. Est-ce que vous avez un conseil pour les patientes et les patients qui nous écoutent ce soir sur les questions qui peuvent se poser en fonction de la situation qui est la leur quant à, j'allais dire, finalement avoir un peu les meilleures chances d'accéder à l'innovation? Tout à fait. Alors, Nicolas, si tu peux couper ton micro, 30 secondes, s'il te plaît, ça fait pas mal de bruit. Merci. Donc, c'est une très bonne question. Et je pense que ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une page spéciale web, enfin une page web quelque part pour que ces informations restent. Les essais cliniques proposent au stade métastatique, notamment, c'est là où on a le plus d'essais cliniques, propose une participation, une inclusion au moment où on a des événements de progression tumorale. La maladie échappe au traitement. Un traitement, soit il y a une première rechute, donc ça c'est un échappement, c'est à ce moment-là qu'on peut proposer des études. Après, si le traitement est commencé, c'est-à-dire que si vous commencez un traitement avec votre oncologue habituel, typiquement venir nous voir un mois après en disant « Est-ce que vous avez un essai ?» Généralement, on dit « Non, vous avez commencé le traitement, on ne peut rien faire. Revenez lorsque vous aurez éventuellement si le cancer rééchappe au traitement. » Et c'est en fait, c'est quand il s'agit de commencer un nouveau traitement, on ne switche pas de traitement, on n'entre que très rarement dans un essai clinique, alors qu'un nouveau traitement vient d'être commencé. Donc c'est vraiment, et c'est donc cette balance toujours qui est difficile, qui n'est pas forcément évidente pour les patients, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que une maladie peut échapper, si elle va échapper, quand est-ce qu'elle va échapper. Et par contre, quand elle échappe à un traitement A et qu'on va passer à un traitement B, en fait, il y a un peu le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise nouvelle, le traitement ne fonctionne plus, il faut en changer, on est inquiet, l'oncologue va vous dire, bah, écoutez, maintenant, il faut faire ça,
Et c'est là qu'il faudrait avoir un avis sur la disponibilité d'un essai clinique éventuellement. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir une information rapide, parce que sans attendre 3 mois pour commencer éventuellement un traitement s'il n'y a pas d'essai clinique. Donc c'est une période de temps assez limitée dans laquelle éventuellement on peut participer à des essais cliniques. C'est au moment de l'échappement de la maladie, une ligne de traitement donnée. Merci beaucoup pour cette réponse qui est très claire et qu'on pourra relayer à notre niveau pour effectivement préciser un petit peu ces demandes de deuxième avis ou cette discussion avec l'équipe médicale de tiens, est-ce que j'allais dire près de chez moi ou à distance en fonction de l'endroit où on habite, il y a des choses qui peuvent être importantes pour ces personnes. Donc merci beaucoup pour cette première partie de rencontre. Et à tout à l'heure, du coup. Oui, à tout de suite. On va vous poser des questions après transverses avant de passer là à la partie poumon. Alors déjà avec le professeur Nicolas Girard qui nous a rejoint également de l'Institut Curie. Professeur Girard, vous êtes oncologue thoracique, responsable de l'Institut du thorax Curie-Montsouris. Merci infiniment d'être avec nous. Professeur Girard, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ces traitements combinés dans le cancer du poumon, s'il vous plaît? Parfait. Donc, en attendant effectivement les slides, peut-être dire un petit peu ce qui se passe sur les cancers finalement du poumon. Donc, c'est vrai que les cancers du poumon, c'est une maladie qui est assez hétérogène finalement. On a plusieurs types de tumeurs. On a aussi et surtout ce qui va nous faire décider du traitement, c'est l'extension évidemment de la maladie. Soit on a des tumeurs qui sont localisées et le traitement central va être la chirurgie, voire la radiothérapie. Et puis si on a des tumeurs qui sont d'emblée avancées avec des métastases, on est plutôt sur un traitement général pour traiter l'ensemble des lésions en même temps. Et c'est vrai que dans le cancer du poumon, on n'a souvent pas beaucoup de symptômes, mais la plupart des cas, les patients sont diagnostiqués avec un stade avancé ou métastatique. Alors, dans ce type de situation, donc voilà, le type de cancer, l'extension de la maladie, et puis de plus en plus les caractéristiques des gènes de la tumeur. Alors qui sont ce qu'on appelle les analyses moléculaires et qui permettent vraiment d'identifier pour à peu près 30-40% des tumeurs des mutations, c'est-à-dire des sortes d'interrupteurs qui sont en fait le point de départ du développement du cancer et qui sont surtout des cibles pour nos traitements. Et donc, lorsqu'on a une altération moléculaire, un de ces interrupteurs qui s'est allumé, eh bien finalement, on va être dans une situation où l'enjeu, c'est d'identifier cet interrupteur, c'est de ne pas passer à côté dans les analyses que l'on va faire sur la tumeur. Et ça, c'est vraiment un point crucial qui est difficile. Et lorsqu'on a ces interrupteurs, d'avoir le médicament qui éteint l'interrupteur, un traitement ciblé. Et donc, je sais que vous aviez eu une conférence précédente sur l'immunothérapie. Donc, souvent, c'est assez dichotomique, hein. C'est-à-dire que soit on a l'un de ces interrupteurs qui est allumé, c'est l'une de ces mutations sur les analyses, et dans ce cas-là, il faut donner le traitement ciblé contre ces anomalies, souvent un traitement par comprimé, mais aussi parfois un traitement par perfusion. Soit il n'y a pas ce type d'anomalie, et on va aller vers un traitement à base d'immunothérapie, soit toute seule, soit justement combinée avec de la chimiothérapie. Donc on est dans une situation comme celle-ci dans les cancers du poumon. Ce qui est nouveau aussi, et on l'a vu au congrès de cancéro américain, l'ASCO, la semaine dernière, c'est que après une chirurgie ou avant, on va donner des traitements un petit peu optimisés, si c'est possible. L'immunothérapie, soit avant, soit après la chirurgie, avec en fait des études qui sont en cours, mais on a déjà des résultats qui sont en faveur de donner l'immunothérapie, ou justement, s'il y a l'une de ces anomalies, donc ces interrupteurs qui s'allument, aussi en situation de tumeur opérée, de donner un complément de traitement par cible. Alors, vous m'aviez interrogé en fait sur les stratégies complexes, hein, c'était un petit peu le sujet du soir, si on peut retourner sur la précédente. Et donc,
Alors, je ne sais pas comment passer les Alors, diapos. je pense que vous avez voilà. la main sur vos diapos avec le clavier. C'est parfait. Voilà. Donc voilà, donc un exemple dans lequel on utilise ces nouvelles stratégies justement ciblées, bah, c'est les situations de mutation, notamment d'un gène qu'on appelle l'EGFR, ça concerne un cancer du poumon sur 7. Et donc dans cette situation-là, bah, on donne de façon standard un médicament qui s'appelle l'osimertinib, qui est le Tagrisso, qui est un traitement par comprimé. Et effectivement, c'est très efficace. Il y a plus de 85% des patients qui ont une diminution de la taille de la tumeur. Ça marche de façon relativement prolongée, mais inexorablement, au bout d'un certain temps, on sait que le médicament va perdre de son efficacité. Et tout l'enjeu, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait après en fait, hein, parce que autant ce type de traitement ciblé, bah, effectivement, il change la vie au départ, puisqu'on a une diminution de la tumeur, c'est un traitement qui est relativement facile en termes de tolérance, il y a peu de toxicité. Bah, le problème, c'est que quand la tumeur commence à réaugmenter de taille, souvent, on va dire, bon, bah, on va aller vers la chimiothérapie, et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'il faut probablement faire, et ça, c'est des données justement du congrès récent de l'ASCO, c'est qu'il faut probablement rebiopsier la tumeur, c'est-à-dire refaire comme au départ un prélèvement, parce que la tumeur, elle s'est modifiée finalement sous traitement ciblé. Alors on peut faire une biopsie au travers de la peau, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle une biopsie liquide, hein, donc une prise de sang, qui permet d'identifier ces modifications au sein de la tumeur, peut être de nouvelles mutations, de nouvelles altérations, et ce qui va offrir la possibilité de continuer avec des traitements ciblés. Et notamment ces anticorps complexes, qui était le sujet sur lequel vous m'avez interrogé. Ici, on a un anticorps qui s'appelle l'amivantamab, c'est un nom un peu compliqué, mais c'est intéressant parce qu'il va cibler 2 autres interrupteurs dans la tumeur. Et donc, en faisant ça, bah, on a finalement une efficacité qui est importante, même après l'échec du traitement par comprimé initial, avec des patients qui sont traités très longtemps avec ce médicament qui est donné sous forme de perfusion, mais qui reste un traitement ciblé. Et donc, on retarde le moment où on doit faire une chimiothérapie. Donc ça, c'est l'un des exemples. Donc un anticorps qui a 2 cibles, en fait. Et un autre exemple, là encore issu du congrès de l'ASCO, ce sont les anticorps conjugués, dont François Clément nous a parlé. C'est un anticorps qui utilise justement l'interrupteur, l'anomalie moléculaire, pour faire rentrer une chimiothérapie, qui est une chimiothérapie puissante, mais surtout comme elle va ne rentrer que dans les cellules cancéreuses, et bien finalement on va avoir peu de toxicité. Et en faisant ça, là encore dans ce modèle des cancers du poumon avec mutation de l'EGFR, on a une efficacité, quels que soient les mécanismes de résistance, ça marche un peu dans toutes les situations, donc c'est extrêmement intéressant. Et que ce soit l'amivantamab, l'anticorps précédent, ou celui-là, qui s'appelle patritumab deruxtecan, peu importe, ce sont des molécules pour lesquelles on a des essais cliniques. Mais comme le disait François Clément tout à l'heure, bah, c'est des médicaments. Cette question-là de l'essai clinique, il faut se la poser quand le traitement par comprimé il commence à ne plus être efficace. Et si on commence une chimio, bah, souvent on ne peut plus rentrer dans l'étude et on n'a plus accès à ces médicaments. Donc c'est la question de ne pas manquer le moment pour justement poser la question d'un essai clinique. Alors nous, évidemment, on fait de la publicité pour ces études, pour que tous les médecins soient bien au courant que, attention, quand les traitements commencent à perdre de leur efficacité, il faut, avant de se dire je vais faire une chimiothérapie, est-ce qu'il n'y a pas ces molécules-là qui sont disponibles quelque part pour le patient? Alors souvent c'est compliqué, les essais cliniques, il y a des critères et tout ça, mais globalement, il faut se poser la question au bon moment parce que une fois qu'on a commencé de la chimiothérapie, comme le disait François Clément tout à l'heure, bon, bah, ça ne sert pas à grand-chose finalement dans l'immédiat. Voilà. Et puis souvent ces études-là, elles ont un temps limité, elles s'adressent vraiment à des situations particulières. Donc si on manque le bon moment, on risque de ne pas pouvoir y accéder, ce qui est évidemment embêtant. Le dernier point peut-être que je voulais partager avec vous, là encore, c'est un congrès américain, on est dans l'actualité. Ce sont des données avec l'immunothérapie, mais pas l'immunothérapie en situation avancée ou de métastase, l'immunothérapie tout de suite pour des tumeurs qui sont toutes petites, qui vont aller vers une chirurgie. C'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire que quand on a une tumeur isolée toute seule dans le poumon, bon, bah, le traitement c'est de la chirurgie, et légitimement on a envie d'être opéré le plus vite possible pour être débarrassé, éviter que la tumeur n'augmente, voilà.
Sauf qu'en fait, c'est peut-être plus intéressant de prendre son temps avant d'être opéré pour pouvoir faire quelques injections d'immunothérapie. Ici, c'est de la chimio et de l'immunothérapie. 3 injections, espacées de 3 semaines, donc c'est un traitement relativement court. Et quand vous faites ça, vous voyez que la tumeur disparaît complètement chez un quart des patients. C'est-à-dire que dans cette étude-là, on faisait de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, 3 injections, les patients étaient opérés, et quand on regardait au microscope ce qui avait été enlevé, chez un patient sur 4, 24% des patients, il n'y avait plus une seule cellule tumorale. Alors, on voyait toujours la tumeur au scanner parce qu'elle était remplacée par une réponse inflammatoire des cellules immunitaires, justement grâce à l'immunothérapie. Mais en fait, il n'y avait plus de cellules tumorales. Donc, en fait, probablement que ces traitements d'immunothérapie avant l'opération, ils apportent un bénéfice très important pour réduire le risque de rechute et finalement prolonger la vie après la chimiothérapie. On n'a pas encore ces données-là dans cette étude. Mais là encore, c'est le même principe, c'est-à-dire, avant de foncer vers la chirurgie, attention, parce que ce n'est pas la situation dans laquelle il faut faire un peu d'immunothérapie avant. Certes, on retarde le moment de la chirurgie, mais en fait, probablement pour un gain très important, parce que l'immunothérapie, elle semble beaucoup mieux fonctionner comme ça sur des petites tumeurs et avant d'opérer, que plus tard, quand il y a une rechute et que c'est compliqué. Donc en fait, c'est un peu le même message. C'est, dans toute situation, il faut vraiment se poser. Et c'est pas facile parce qu'effectivement, on est pris dans le choc du diagnostic. Bon, il faut démarrer le traitement, faire la chirurgie rapidement. Mais parfois, il vaut mieux finalement prendre un peu de recul et effectivement se dire, attention, il y a peut-être mieux à faire que ce qui est proposé. Et cette question-là, elle s'adresse plus effectivement aux médecins qui prennent en charge qu'aux patients eux-mêmes, parce qu'évidemment, en tant que patient, c'est pas facile d'avoir toutes les idées en tête sur ces éléments. Donc là encore, c'est aussi notre rôle de diffuser ce type de résultats très innovants pour que l'ensemble des praticiens soient bien au courant. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous ce soir, et je vais bien sûr rester en ligne pour les questions. Merci beaucoup, professeur Girard, et merci pour ce point à la pointe de l'actualité, puisque le congrès de l'ASCO vient juste de se terminer. Je pense que c'est très compliqué d'être patient aujourd'hui parce qu'on voit bien que c'est éminemment complexe, ces prises en charge, et en même temps, vous nous donnez un peu des points de référence, de quand est-ce qu'il faut se poser des questions, en tout cas rester, j'allais dire, attentif, ne pas hésiter à solliciter un avis et, entre guillemets, de centres experts, et notamment des centres qui proposent de la recherche clinique, puisque vous partagez, je crois que c'est important de rappeler ce qui a été dit aussi, il y a des référentiels de prise en charge, les équipes dans chaque grand type de cancer travaillent chaque année à réfléchir à qu'est-ce qui doit être proposé comme prise en charge en France. Il y a tout ce qui est testing qui est très important, on fera une conférence à la rentrée sur ces sujets pour bien comprendre tous ces tests qui sont faits pour caractériser les maladies. Et on voit bien qu'après, il y a ces séquences de traitement qui peuvent être assez différents dans les différents cancers. Donc, on a vu que même dans les cancers du poumon, il y avait des anticorps conjugués qui arrivaient, cette idée d'être très spécifique. On voit aussi, on a beaucoup de patients aujourd'hui, actuellement traités un peu partout en France, qui ont aussi plusieurs traitements en même temps. Alors, l'exemple type, c'est chimio plus immuno en même temps, mais pour certaines personnes, ça pourra être avec de la radiothérapie, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu aussi pourquoi on peut, on va dire, prendre ces différentes stratégies en même temps, enfin, d'où ça vient, plutôt que de séquencer chacun son tour, pourquoi est-ce qu'on fait en même temps? Effectivement, on fait en même temps parce qu'on s'aperçoit en oncologie thoracique pour la prise en charge des cancers du poumon que, en fait, faire l'un puis l'autre est tout le temps moins bon que de tout faire en même temps. Alors effectivement, on avait cette idée qu'il fallait se réserver des cartouches pour plus tard et
qu'on pouvait soit faire le traitement le plus difficile d'abord, puis ensuite à faire des traitements plus simples, ou l'inverse en fait, hein, commencer par des traitements plus faciles et ensuite monter un petit peu en puissance. En fait, ce dont on s'aperçoit, et c'est assez constant en fait, c'est que les traitements les plus efficaces, les combinaisons les plus efficaces et faire plusieurs traitements en même temps, constamment fait mieux en fait, sans être plus toxique forcément. Hein, ça, c'est aussi l'un des points importants. Typiquement, avec l'immunothérapie, bah, on fait mieux avec la chimio plus immunothérapie qu'avec l'immunothérapie toute seule. C'est relativement constant. Demain, et aujourd'hui, on a déjà des essais cliniques avec plusieurs immunothérapies en même temps. Ça fait mieux qu'une seule immunothérapie. Donc, en fait, il y a un besoin d'intensité dans les traitements, parce que même si l'immunothérapie, c'est assez révolutionnaire, notamment parce qu'on guérit des patients, hein, faut quand même le dire, c'est qu'à long terme, et les reculs aujourd'hui sur les études d'immuno qui sont assez récentes, c'est de l'ordre de 5-6 ans, bah finalement, oui, à 5-6 ans, il y a une proportion importante de patients qui sont vivants sans traitement. Donc ça veut bien dire qu'ils sont guéris, en fait, hein. Alors, cette proportion de patients, elle n'est pas suffisamment importante. Donc, c'est là où, justement, faire une combinaison peut être intéressant pour progressivement augmenter ses probabilités d'être guéri. Donc, mais c'est quelque chose, la guérison dont on ne parlait pas dans les cancers du poumon avant l'ère de l'immunothérapie. Donc, ça, c'est l'un des exemples. Même chose finalement avec les traitements ciblés dont j'ai parlé, là, les traitements anti-EGFR. Aujourd'hui, il y a des études qui se posent la question de faire de la chimio en même temps que ces traitements par comprimé. Peut-être pour faire mieux, pour prolonger leur effet, ce genre de choses. Là, par contre, on a moins de réponses et je ne sais pas ce qui est le mieux et les études sont en cours, en fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais alors, du coup, dans les questions concrètes aussi des patients, c'est si on se dit, on met, par exemple, plusieurs traitements en même temps, est-ce que ça permet, par exemple, puisqu'on en met plusieurs en même temps, de baisser les doses et d'avoir plutôt, entre guillemets, moins d'effets indésirables de ces traitements, ou pas forcément? Et puis, dans le fond, comment est-ce que vous faites, mais aussi le patient, la part des choses de ce que je ressens, ça vient de la chimio, de la thérapie ciblée, de l'immuno, c'est quand même un peu compliqué. Est-ce qu'il y a besoin de plus d'informations? Enfin, comment accompagner ou suivre aussi ces combinaisons? C'est vrai que la question des doses est une bonne question. C'est vrai qu'avec l'immunothérapie, c'est plutôt des doses standards, donc on a tendance à faire les mêmes doses en fait, hein, dans les combinaisons que des doses plus faibles. Après, sur les toxicités, c'est vrai que c'est relativement facile lorsqu'on a de la chimio et de l'immunothérapie, parce que les effets secondaires ne sont pas du tout les mêmes, donc on a relativement des idées assez claires, mais c'est difficile pour les effets secondaires en fait, les plus fréquents, et le plus fréquent c'est la fatigue. Et la fatigue, ça peut être plein de choses. Ça peut être une baisse de globules liée à la chimio. Ça peut être aussi un déséquilibre hormonal, par exemple de la thyroïde, lié à l'immunothérapie, en fait, hein. Donc ça nécessite une analyse un petit peu plus poussée. Et puis après, effectivement, c'est plus compliqué quand on vient à faire des combinaisons d'immunothérapie, parce que comment savoir quel est le traitement qui est responsable de l'événement indésirable, en fait, et comment adapter surtout le traitement, parce que l'objectif, c'est de le poursuivre, en fait. Parfait. Merci beaucoup, professeur Girard. On avait eu une question aussi en amont qui est assez transverse concernant la combinaison. Si on combine les traitements, est-ce que finalement, on ne va pas avoir moins de chances d'avoir des lignes de traitement ultérieures? C'est un petit peu ça, hein, toute la question. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tous les traitements au début, qu'est-ce qu'on fait après? J'ai envie de dire que les résultats, notamment avec l'immunothérapie, ils ont tendance à dire que en faisant tout dès le départ, de toute façon, on a plus de chances. Ça, c'est un point. Donc, on réduit en fait la nécessité d'un traitement ultérieur, quand ça marche. Mais effectivement, dans les situations où ça ne marche pas, plutôt quand ça ne marche plus, si effectivement le traitement perd de son efficacité, ce qui arrive quand même dans une proportion assez significative de cas, c'est là où justement, on parlait des essais cliniques, c'est là justement où les nouvelles immunos, elles peuvent avoir leur place, les nouvelles combinaisons de traitements. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'il faut se poser la question. Et trop souvent, effectivement, on reçoit des patients qui ont eu, par exemple, chimio
plus immunothérapie, puis après plein d'autres traitements finalement, et on se pose la question de l'étude après. Mais non, en fait, la plupart des études aujourd'hui avec les nouvelles immunothérapies, elles sont immédiatement après le premier traitement. Et les études cliniques, les essais cliniques, c'est plus vraiment une idée de traitement de la dernière chance quand on a épuisé toutes les possibilités de traitement. Non, c'est un traitement qui est extrêmement précoce. Les études cliniques aujourd'hui, c'est le plus tôt possible dans la stratégie de traitement. On a des questions aussi parmi les différents cancers du poumon, parce qu'il faut rappeler qu'il y a vraiment beaucoup de formes très différentes avec des stratégies thérapeutiques en fonction de ces sous-groupes et caractéristiques de cancer du poumon. Mais par exemple, il y a des groupes, on va dire, plus rares, comme les ROS1 ou les ALK, avec des thérapies ciblées, où habituellement, en fait, effectivement, on fait des thérapies ciblées. Est-ce que, finalement, dans l'ensemble des champs, quelles que soient les caractéristiques, il y a l'idée de pouvoir combiner à différents moments, mais par exemple, on peut avoir peut-être des années de thérapie ciblée, et si jamais il y a une évolution, potentiellement, est-ce qu'il y a des essais, par exemple, de combinaison dans ce type de sous-groupes qui sont plus rares? Alors oui, effectivement, on a un certain nombre de données avec des combinaisons d'inhibiteurs ciblés. Je pense que la rebiopsie est un élément très important pour personnaliser au mieux ces traitements. Autant dans le ALK, on a beaucoup de possibilités thérapeutiques, en fait, puisqu'on a 7 médicaments différents, alors qu'il faut parcimonieusement utiliser. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils, mais si on change trop vite ou pas à bon escient, on risque effectivement d'épuiser nos possibilités de traitement. Pour le ROS1, c'est compliqué parce qu'il y a assez peu finalement de possibilités, malgré tout, même s'il y a de nouveaux médicaments qui arrivent, qui sont en développement, qui ont été montrés à l'ASCO. Comment les positionner, c'est un petit peu ça tout l'enjeu. L'autre point aussi que je trouvais important, c'est que là, on parle beaucoup de médicaments associés entre eux. On dédiera en fait une webconférence à la radiothérapie parce qu'en fait, on en parle moins, mais il y a aussi beaucoup d'innovations et de stratégies différentes avec la radiothérapie. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé justement en association avec certains traitements aujourd'hui pour mettre de la synergie entre deux techniques, on va dire, très, très différentes d'approche du cancer? Oui, alors c'est vrai qu'on reste finalement, et c'est peut-être ça en fait le point, on est beaucoup encore sur les traitements ciblés, l'immunothérapie, la chimio. Il y a peut-être d'autres stratégies thérapeutiques en fait innovantes. On voit des choses avec les médicaments nano. Alors, c'est des messages finalement d'espoir, mais c'est à mon sens encore assez loin même des essais cliniques pour nos patients. Voilà, il y a de nouvelles cibles qui sont présentes aussi, que la tumeur est une mutation ou qu'elle n'en est pas. Et des essais cliniques avec ces nouveaux agents qui semblent un peu transcender ces classifications, soit c'est l'immuno, soit c'est les traitements ciblés. Je pense notamment aux anti-TROP2. Donc, bon, on avance finalement avec ce qui est proposé. Et l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des options supplémentaires. En fait, avant de savoir ce qui est le mieux, c'est aussi d'avoir des options supplémentaires pour nos patients. Professeur Bidard, sur ces enjeux justement de combinaison de différents traitements, est-ce que c'est, on va dire, un peu la même chose dans les cancers du sein ou pas forcément? Et d'ailleurs, est-ce que vous travaillez les uns avec les autres, même si l'un est professeur dans le poumon et l'autre est professeur dans le sein? Bon, très, très, très bonne question. Oui, on est dans le même institut et on se parle régulièrement. On a des projets en cours. Alors, pas forcément des traitements toujours communs, quoique, mais on a des approches en biomarqueurs. Vous savez, c'est notamment des projets autour de l'ADN tumoral circulant qu'on partage et bien sûr qu'on développe à la fois dans le cancer du sein et dans le cancer du poumon à l'Institut. Pour revenir sur votre question initiale, c'était finalement dans le cancer du sein, on a beaucoup de traitements déjà et la plupart de ces traitements, c'est vrai, sont soit des hormonothérapies, soit des chimiothérapies.
Et finalement, on ne peut pas accumuler les chimiothérapies entre elles, revient à des toxicités absolument extrêmement sévères. Et on a tendance plutôt à les faire de manière séquentielle pour ne pas justement trop créer d'effets secondaires chez les patientes, vu que le bénéfice, a priori, ne semblait pas toujours accumuler des chimiothérapies entre elles, pas toujours très, très évident. Pareil pour l'hormonothérapie, généralement une hormonothérapie puis une autre. Les combiner, ça a déjà été essayé, sans franchement grand succès, en tout cas rien de très très probant. Par contre, tout ce qui est thérapie ciblée se combine allègrement avec de la chimiothérapie. Les patientes qui ont un cancer du sein HER2 positif le savent bien, vu qu'on leur propose d'un côté souvent de l'herceptine, de l'autre côté souvent une chimiothérapie par exemple. Et donc on va combiner ça assez facilement. Donc finalement, c'est plutôt les thérapies ciblées qu'on va pouvoir combiner avec quelque chose. Et que ce soit des thérapies ciblées donc, sur les HER2, mais aussi des immunothérapies, par exemple, qu'on va combiner avec de la chimiothérapie et qui seules ne fonctionnent pas très bien. Il faut visiblement les combiner avec de la chimiothérapie. Donc c'est plutôt, finalement, on a dans le sein, on a nos bases d'hormonothérapie, de chimiothérapie, et on va éventuellement combiner les traitements plus modernes. Voilà. Oui, si je veux peut-être compléter, effectivement, il y a des approches communes, il y a des cibles communes. On pense à HER2, qu'on retrouve aussi effectivement dans les cancers du poumon avec des molécules communes. Ça, c'est assez clair. L'immunothérapie, c'est probablement un petit peu plus compliqué parce que ça concerne peut-être moins de patients dans le cancer du sein. Et puis, ces approches de toute façon adjuvantes, néo-adjuvantes, et notamment avec les traitements ciblés, elles sont complètement copiées du cancer du sein vers le poumon. Donc, du coup, pour un peu reformuler les messages, effectivement, ce qu'on trouvait très intéressant dans le témoignage de Gérard, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs pour avoir accepté de partager son histoire avec nous, c'est déjà cette idée de, voilà, malgré un diagnostic quand même très préoccupant qui vous tombe dessus, cette idée, entre guillemets, cette volonté de se renseigner dès le début pour rentrer dans un essai clinique. Et puis, donc, une réalité de traitement quand même costaud, parce que double chimio plus immuno plus un traitement qui est donc en cours d'essai, qui est un comprimé, voilà, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, on sait pas, en fait, c'est double aveugle. Ça veut dire que ni le médecin ni le patient ne savent si ce traitement en plus donc contient la molécule qui est évaluée. Et donc, ce que disait Gérard, c'est que les résultats à ce jour ont été quand même très encourageants. Donc, c'est pas dénué de moments difficiles, mais on voit que déjà Gérard a une super bonne tête, qu'il est très sympa, et en plus, une des raisons pour lesquelles on l'a invité, c'est que malgré le fait qu'il soit en plein essai clinique, en pleine j'allais dire, en plein traitement quand même lourd et complexe, il a lancé avec une autre amie de Mon Réseau Cancer du Poumon un énorme projet de clip. En fait, leur idée cet hiver, quand on était tous confinés à déprimer, ça a été de se dire, moi je fais de la musique, moi j'aime bien les mots, j'ai envie de, Et donc, à travers le réseau, il y a eu ce projet. Alors, on va essayer de te redonner la parole pour que tu puisses en parler quelques instants, puis sinon on passera le teaser du clip pour dire en fait que aujourd'hui, et grâce à l'engagement de la recherche, à l'engagement des soignants et puis aussi au courage des patients, on vit avec des traitements, même avec des traitements compliqués. On peut faire des projets et passer des bons moments. Donc, c'est aussi ça qu'on avait envie de dire ce soir. J'allais dire malgré le côté très pointu de tout ce qu'on a dit, c'était pour mettre un peu de vie et d'espoir dans cette conférence. Bon, alors on va passer le clip. D'accord, qui va nous montrer tout le soutien et le dynamisme des patients de Mon Réseau Cancer du Poumon. Camille, est-ce que tu pourrais passer le teaser du clip, s'il te plaît? Ensemble unis défions la maladie. Ensemble unis défions la maladie. Alors,
Alors, bien sûr, on va vous mettre le lien du clip pour l'écouter en entier donc dans le chat. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que même avec donc des chimios, de l'immuno et donc un traitement en plus, on peut chanter puisque c'est Gérard en fait qui est le musicien et interprète de cette chanson. Il a été rejoint donc par donc c'est un groupe de 14 patients qui ont monté ce projet, qui chantent ensemble avec aussi le soutien de musiciens, de pros et des chercheurs et des soignants et également une classe d'enfants j'allais dire en difficulté qui a participé, que vous verrez dans le clip. Il y a vraiment une mobilisation de gens extrêmement variés et voilà, donc bravo et merci, on est ravis de partager ça avec vous. Je vous invite vraiment à cliquer, écouter et à partager ce clip parce qu'il y a un truc que je peux vous dire que les patients regardent, c'est combien de vues de leur clip. Donc, il faut vraiment les aider à ce que ça grimpe. Donc, rendez-vous sur le YouTube et ce qui est aussi à souligner, c'est qu'il y a des équipes de soignants qui ont participé et que vous leur rendez hommage. Et ce soir, on a 2 représentants qui sont libérés malgré l'actualité, enfin, le temps, etc., pour venir répondre aux questions. Moi, j'avais une question qui m'avait été remontée et que je trouvais intéressante alors pour le professeur Girard sur l'immunothérapie. Certains patients vont avoir une pseudo-progression ou une pseudo-progression. Est-ce que d'associer de la chimiothérapie permet de diminuer ces risques de pseudo-progression? Alors effectivement, lorsqu'on fait de l'immunothérapie, il y a parfois des évolutions un petit peu inhabituelles des différentes tumeurs. Et notamment, il peut y avoir des tumeurs qui augmentent avant de diminuer, ce qu'on appelle la pseudoprogression. Peu importe, mais en tout cas, on a effectivement parfois des situations dans lesquelles, finalement, quand on fait des scanners, même au cours du traitement, les tumeurs peuvent transitoirement réaugmenter avant de rediminuer. Donc en fait, c'est pas toujours très simple, hein, et c'est là justement où un certain nombre de travaux que l'on a en cours, justement avec François Clément, cherchent à évaluer d'autres façons justement de mesurer l'efficacité des traitements, notamment les marqueurs, comme ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant, c'est l'ADN de la tumeur qui tombe dans le sang et qu'on peut détecter sur une prise de sang, peut nous aider justement à analyser ce type de situation un peu paradoxale. Souvent, lorsqu'on a comme ça une augmentation, c'est en fait lié au fait qu'il y a un peu plus de réponse immunitaire autour des cellules cancéreuses, donc c'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile, effectivement, dans la discussion avec nos patients, parce qu'on voit sur le scanner que ça augmente, mais on dit on va quand même continuer parce qu'effectivement, on pense que justement, c'est une de ces situations paradoxales. Et tout l'enjeu d'un certain nombre de travaux de recherche que l'on a, c'est justement d'utiliser d'autres outils, notamment ces prises de sang un petit peu particulières qui permettraient de nous aider justement à mieux évaluer les choses. Merci. Alors, moi, j'ai une question, en fait, qui vient, en fait, des précédentes conférences qu'on a eues et puis des questions qu'on a eues en amont de cette rencontre ce soir. Avec la Covid-19, on a parlé aussi beaucoup d'innovation, finalement, dans les développements, notamment avec les vaccins qui sont arrivés. Et du coup, il y a quand même eu plusieurs articles sur le fait que ce soit dans certains types de cancers du sein, certains cancers gynéco, peut-être dans le poumon, je ne sais pas, il y a des approches de vaccinothérapie. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous situer qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre du cancer, vaccinothérapie, et éventuellement, est-ce qu'il y a des essais dans très très longtemps, ou est-ce qu'il y a des essais en cours ou qui vont s'ouvrir? Qu'est-ce que c'est? Peut-être avec chacun votre éclairage l'un et l'autre. Oui, je peux commencer. Effectivement, l'idée, c'est effectivement que les nouvelles technologies de vaccins qu'on a développées dans le cadre de la Covid, ces vaccins ARN, comme le Pfizer ou le Moderna, l'idée, c'est de mettre dans le vaccin non pas un petit morceau du virus Covid, mais un petit morceau de la tumeur. Alors, soit de la tumeur du patient ou des petits morceaux qu'on retrouve chez les tumeurs de tous les patients. Alors, il y a un vrai... Donc,
il y a déjà eu des études avec des vaccins comme ça, l'idée étant d'essayer de vacciner contre la tumeur, ce qui peut être pertinent après une opération notamment. Il y a déjà eu des études comme ça dans le cancer du poumon qui sont plutôt des échecs. Pourquoi? Probablement parce que d'une part, on n'avait pas les bons morceaux de tumeur, pas suffisamment finalement pertinents. Et puis d'autre part, parce qu'on n'avait pas la technologie de vaccin qui permette de réellement faire un vaccin efficace. Alors avec la Covid, on a déjà résolu une première partie des problèmes, qui est justement d'avoir une technologie de développement de vaccins qui soit très efficace, les vaccins à ARN. Et en plus là, on a un test vraiment très important avec la vaccination contre la Covid, avec finalement très peu d'effets indésirables sur les milliers de patients, millions de patients qui ont été vaccinés. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de trouver les bons morceaux à mettre dans le vaccin. Ça, c'est pareil, c'est un certain nombre de recherches qui sont vraiment très complexes, mais les nouvelles technologies, notamment de séquençage, qu'on appelle en cellules uniques, que l'on applique finalement à l'Institut Curie dans le contexte de la recherche, permettent d'identifier un certain nombre de ces antigènes, donc de ces morceaux de tumeur qu'on va mettre dans le vaccin. Et donc, on a un certain nombre de projets comme ça. C'est pas pour tout de suite, hein, on est plutôt dans 3, 4, 5 ans pour les premiers essais cliniques. Alors, juste pour compléter, je vais complètement dans le sens de Nicolas, bien évidemment. Il y a, la technologie ARN permet d'avoir un vaccin à toute vitesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est eux qui sont arrivés les premiers, finalement. Donc, à l'origine, la technologie est développée pour faire de la recherche, pour arriver à finalement, à améliorer les choses pour le cancer. Mais dans un contexte de pandémie avec un nouveau virus, on a besoin d'avoir un vaccin rapidement efficace. Et donc, du coup, c'est ces technologies qui ont été les premières à délivrer un vaccin efficace, même si d'autres peuvent le faire et vont y arriver, mais plus lentement. Par contre, quand il y a un cancer qui se développe chez quelqu'un, vous pouvez tout à fait imaginer qu'il faut se précipiter pour faire le vaccin. Et donc, c'est pour ça que c'est les technologies ARN qui vont être favorisées plutôt que les autres technologies de vaccination. Et après, oui, il y a des anecdotes, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Bon, là, c'est très précoce, mais voilà, j'étais il n'y a pas très longtemps en téléconférence avec une société. J'aurais pas tiqué sur leur nom avant, mais quand on reçoit une invitation en disant BioNTech veut vous parler. Maintenant, on sait qui est BioNTech et on dit oui, je veux bien vous parler aussi. On prend la peine. Et en l'occurrence, c'est pour parler d'essais cliniques dans le cancer du sein triple négatif avec une séquence qui reste à déterminer et c'est confidentiel, c'est-à-dire que ça reste encore des domaines d'élaboration d'essais cliniques futurs, mais l'idée étant de proposer des approches de vaccination thérapeutique à la phase précoce dans des cancers agressifs qui sont basés justement sur un intervalle extrêmement de temps de course. Et les patientes vont être opérées, on analyse la tumeur à toute vitesse, on se précipite pour faire un vaccin, 3 semaines plus tard, les premières injections du vaccin commencent. Et seule la technologie dite ARN peut permettre d'avoir cette efficacité-là. Donc après, est-ce que ça serait efficace ou pas? On n'en sait rien pour l'instant. On discute de comment mettre en place les essais cliniques, mais on pourrait s'attendre à des essais cliniques qui commenceraient peut-être en 2022. Ah, c'est chouette, cet enthousiasme et cette ouverture sur des perspectives. Alors, si j'ai bien compris, ça serait des vaccins thérapeutiques et pas des vaccins préventifs. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On a des vaccins préventifs de cancer. C'est l'occasion de repasser une couche sur les vaccins HPV, très important. Alors, si vous avez passé un certain âge, hein, le HPV, à partir de 18 ans, vous êtes vieux, donc on le fait plus. Mais donc, ça concerne probablement pas notre public ce soir, mais notre public ce soir a peut-être des enfants, garçons et filles, et on rappelle que la vaccination HPV permet d'empêcher les cancers liés à HPV. Pour l'instant, la preuve est faite au niveau des cancers HPV génitaux et principalement les cancers du col chez les femmes, mais ça concerne aussi de plus en plus les cancers ORL et il y aura vraisemblablement une efficacité dessus aussi. Donc, vaccination HPV est vivement recommandée. Vaccination hépatite B aussi, ça peut limiter, mais les cas de cancer du foie sur hépatite B, c'est quand même plus rare. HPV, c'est très important et ça, c'est les vaccins préventifs contre des agents infectieux qui parfois peuvent donner des cancers. Alors, on aime bien avec Laure avoir toujours un message de prévention. Donc, effectivement, l'année dernière, en décembre, il y a presque un an, chez les garçons aussi, HPV est recommandé, chez les jeunes garçons à partir de 13 ans. Et pour la semaine dernière, journée internationale contre le tabagisme, donc qui reste quand même le meilleur moyen de prévention contre les cancers du poumon. Donc, voilà. Laure, est-ce que je te laisse poser une dernière question?
Alors, en fait, il y a eu une question parce que je pense que, alors déjà, les patients sont conscients que nous avons tous passé une année épouvantable, stressante, avec beaucoup de choses compliquées à gérer. Donc déjà, je pense qu'on peut vous dire merci de prendre du temps dans vos agendas qui sont incroyablement chargés pour cette conférence. Et puis, au-delà, pour toutes vos équipes engagées pour soutenir les patients dans ces périodes très compliquées avec de multiples. Il y a le cancer et la Covid. Enfin, c'est vraiment très très difficile. Heureusement, avec les vaccins, on espère tous aller vers un mieux là-dessus. L'autre préoccupation, alors il y a plusieurs préoccupations des patients, alors que vous alliez bien, donc prenez soin de vous cet été, hein, prenez bien des vraies vacances parce que l'été dernier c'était compliqué. Et puis l'autre chose, c'est que en fait on est aussi un peu préoccupé de, par exemple, on a parlé d'innovation technologique très très importante avec ces anticorps conjugués. Et puis de combinaison de traitements. Donc, on m'offre tout, entre guillemets, l'immuno, la thérapie ciblée, la chimio, etc., etc. Tout ça, ça a un coût. Et il y a beaucoup de patients qui se demandent, mais est-ce que, en fait, on va y arriver? Donc, c'est juste plus largement. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, par rapport au niveau de l'intensité de la recherche, de la façon dont notre système de santé, j'allais dire, cherche à faire le meilleur, même si c'est pas facile. Voilà. Est-ce que vous êtes confiant ou préoccupé? Alors, on est encore un pays riche. Donc, la sécurité sociale rembourse l'essentiel des traitements. Et les traitements qui se font recaler, certains traitements se font recaler, par exemple, peut se retrouver quand même présent aux États-Unis, mais pas remboursé en France de manière définitive. C'est pas une question d'accès comme un autre vie, c'est vraiment une question de ça sera pas remboursé en France. Et pour qu'un traitement soit pas remboursé en France, il faut actuellement quand même qu'il ait vraiment pas solidement démontré son intérêt. Donc, pour l'instant, on peut dire que pour l'essentiel, on tient le standard et on arrive à suivre. Est-ce que ça sera toujours possible dans les 10 ans à venir? Ça dépend aussi de l'économie en général, hein, ça dépend pas que de la sécurité sociale. Et l'autre chose, c'est que de plus en plus, on va devenir meilleur dans des évaluations dites médico-économiques, c'est-à-dire quel médicament il faut rembourser, quel médicament il ne faut pas rembourser en fonction du bénéfice, tout ça. Pour l'instant, on n'est pas extrêmement bon en France, donc c'est une expertise à développer. En tout cas, d'un point de vue patient, pour l'instant, le système français reste très généreux et ça ne veut pas dire qu'il dépense sans compter, mais il dépense sans trop pinailler. Voilà, il y a des systèmes de sécurité sociale beaucoup plus pointilleux dans d'autres pays d'Europe, bien sûr en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays. Et on reste encore dans un système où, à ce jour, tant que c'est encore possible, si un médicament fait une démonstration d'une bonne efficacité, les patients vont pouvoir en bénéficier et en bénéficier rapidement grâce au système d'accès précoce qu'on a en France. Nicolas, je ne sais pas si tu veux, à tes souhaits, je ne sais pas si tu veux continuer et reprendre. Non, oui, c'est exactement ça, mais il y a un vrai enjeu, hein, on le voit notamment pour les situations, ces anomalies, et ces mutations très rares et des petits groupes finalement de patients. Les études n'incluaient que quelques dizaines de patients. C'est vrai que les autorités qui évaluent les médicaments dans ce contexte ne sont pas très habituées à ce type d'approche, alors même que les résultats semblent assez convaincants et sont parfois appliqués d'ailleurs dans le traitement des patients. Et c'est vrai que c'est là où effectivement les modèles notamment d'accès et d'évaluation du médicament doivent peut-être évoluer, et on a besoin de vous, j'ai envie de dire, hein, parce que la voix des patients, elle compte beaucoup dans ces situations de petits groupes très rares, d'un cancer très précis pour lequel il y a un médicament qui résout les problèmes et qui en fait a du mal à être commercialisé parce que la maladie est très rare, difficile de faire des grandes études avec des milliers de patients. Donc je pense que la voix des patients, elle porte beaucoup dans ce type de situation, mais aussi parfois dans des situations un peu plus fréquentes, hein, je pense au cancer à petites cellules, ou l'immunothérapie qui apporte un bénéfice incontestable, mais qui concerne effectivement
proportion de patients, et pas tous les patients, finalement n'est pas aujourd'hui, telle qu'elle a été évaluée, n'accédera pas au remboursement. Alors fort heureusement, on a un système qui est protecteur, et donc l'accès se maintient pour le moment, mais effectivement, tout ça pose question. Il va y avoir une réforme de l'accès aux médicaments, l'accès précoce aux médicaments, là, au début de l'été. Donc ça, c'est un élément important. Je pense qu'il faut être que conjointement, on y soit attentif, patients, médecins, parce qu'effectivement, c'est probablement déterminant justement pour cet avenir. Merci. Laure, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, merci beaucoup. Alors, clairement, on est plusieurs associations à vraiment prendre conscience de cet enjeu, c'est vraiment de jouer notre rôle de représentants d'associations aussi vis-à-vis des instances pour bien, sur ces questions également. Je voulais juste donc souligner, notamment pour les patientes qui sont concernées par un cancer du sein métastatique, plusieurs liens que je pense intéressants. On est plusieurs associations de patients concernés par le cancer du sein à avoir créé un collectif qui s'appelle le collectif 1310. Le 1310, c'est la journée en fait mondiale du cancer du sein métastatique. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce site, la page Facebook, pour trouver en fait des associations qui se mobilisent sur différents sujets et qui peuvent accompagner les patientes spécifiquement sur les soins de support, sur le droit, sur le maintien au travail, différents sujets. Mais bien sûr aussi, nous, pour mon réseau cancer du sein, ça va être plus l'échange entre patients et tenter de relayer des informations comme ce soir. On espère les plus pertinentes possibles. Et puis donc pour les patients qui sont concernés par des cancers du poumon, gynéco ou colorectal, on a aussi donc créé des réseaux sociaux et donc on fait partie des associations qui contribuent. Donc ça veut dire qu'ils font des courriers à la Haute Autorité de Santé pour l'évaluation de certains médicaments et qui commencent à apprendre, hein, puisqu'on travaille à créer un petit groupe dans notre association, mais aussi en échange avec les médecins de nos comités scientifiques, avec certaines sociétés savantes, pour justement monter un petit peu en compétence sur ces sujets très pointus de l'accès au traitement. Et donc, on redit ce que vous soulignez tout à l'heure, professeur Bidard, hein, cette mobilisation particulière actuellement pour les patientes qui ont un cancer triple négatif avancé. Ça concerne finalement différents champs de traitement, donc anticorps conjugués, mais aussi immunothérapie. Il y a une vraie volonté de faire mieux et plus vite pour ces patientes qui ont véritablement besoin de ces nouvelles alternatives thérapeutiques. Et là, on travaille, j'allais dire, au quotidien avec le collectif Mobilisation Triplette, avec l'ANSM, les représentants du ministère de la Santé, la HAS, et pour justement que ces médicaments fassent partie des premiers accès précoces de la nouvelle réforme. Et sincèrement, j'espère qu'on pourra donner des nouvelles encourageantes aux patientes concernées auxquelles on pense très fort et bien sûr tous les autres patients, mais c'est vrai qu'il y a une urgence vraiment spécifique qui interpelle beaucoup de monde. Donc voilà, merci. On a mis tous les liens sur le chat, donc n'hésitez pas à les recopier. Pour rebondir aussi sur ce que disait le professeur Girard et l'importance de petits groupes, sur tes réseaux, Laure, tu as aussi des sous-groupes de patients avec des tumeurs plus rares, etc. Donc voilà, c'est important aussi en termes d'information, de mobilisation et de communauté. Merci à tous les deux d'avoir dégagé du temps dans vos agendas et d'avoir un peu annulé des choses. Donc, on s'était engagé à vous laisser à moins le quart. On est même en retard. Donc, merci infiniment. Prenez soin de vous pendant les vacances parce qu'effectivement, on a besoin de nos soignants. Et merci infiniment encore. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.